Sud Radio, il est 14h. Parlons vrai. Tout de suite, les informations. Bonjour à toutes, bonjour à tous. 6 aéroports fermés à cause des conditions météo. C'est le cas notamment de celui de Nantes et de La Rochelle, alors qu'il est tombé jusqu'à 35 cm de neige sur la Charente-Maritime la nuit dernière. 5000 foyers étaient sans électricité ce matin dans ce département. Près de 8000 également impactés dans les Pays de la Loire. Cet après-midi, ça reste très compliqué sur les routes, encore souvent verglacées. On compte au moins 6 morts dans des accidents depuis hier. Les transports scolaires déjà suspendus aujourd'hui resteront à l'arrêt demain dans les Yvelines, alors qu'un nouvel épisode de neige est attendu. On attend ce mercredi plus de 10 cm de neige dans les Hauts-de-France, 5 cm en région parisienne. L'actualité, c'est aussi la nouvelle réunion de la coalition des volontaires cet après-midi à Paris, avec 35 pays représentés, dont les États-Unis, avec 2 émissaires américains sur place. Ils ont d'abord déjeuné avec Emmanuel Macron à l'Elysée, en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Européens et Américains veulent afficher leur convergence sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine. La députée RN Laure Lavalette à la conquête de la mairie de Toulon. L'élu proche de Marine Le Pen officialise sa candidature aujourd'hui dans une lettre aux Toulonnais. Laure Lavalette va se présenter sans étiquette mais soutenue par le Rassemblement national pour l'élection de mars prochain. La plus grande salle de concert d'Europe pourrait changer de propriétaire. Paris La Défense Arena devrait être vendue à Live Nation, le groupe américain leader de la production de concerts. Il explique dans un communiqué vouloir moderniser la salle et attirer les plus grands artistes français et internationaux. Un accord a été signé avec le gestionnaire actuel Ovalto et doit encore obtenir le feu vert de l'autorité de la concurrence. Et puis en foot, les 2 derniers huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. À 17h, l'Algérie affronte la République démocratique du Congo. Le vainqueur retrouvera le Nigeria en quart. Et puis à 20h, le tenant du titre, la Côte d'Ivoire, sera opposé au Burkina Faso. C'est la fin de ce flash. Bonne journée. Tout de suite, nous retrouvons Jean-Paul Delperrier pour le résultat des courses. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Pour toucher le quintet du jour, il fallait jouer le 10 Killerbond, 11 Kérosène du Gers, 2 Col du Châtelet qui était à plus de 56 contre 1, 4e le 3 Caradef et 5e le 16 Kruger du Nord. 10, 11, 2, 3 et 16. Notez que les numéros 1, 6 et 12 étaient non partants. Merci Jean-Paul Delperrier et ces résultats, vous les retrouvez sur sudradio.fr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio et on va évoquer le poids des femmes parce que les kilos en trop ou les kilos en moins sont vraiment une problématique particulièrement féminine. Par exemple, si on parle de l'anorexie, eh bien, pratiquement 70% des personnes anorexiques sont des femmes. Et évidemment, l'anorexie non seulement met en danger la vie, mais elle pose aussi de vrais problèmes, notamment de fertilité. Et ça, on n'en parle pas très souvent. Et justement, on va en parler aujourd'hui avec Christian Jamin, qui est avec nous, gynécologue et endocrinologue. Et puis, il y a également les kilos en trop. Pourquoi certaines femmes se trouvent trop grosses et il y a aussi toutes ces femmes qui, de toute façon, ne sont jamais bien. Il y a trop de kilos, il n'y en a pas assez, etc. Alors, être trop maigre ou trop grosse, c'est parfois dans la tête et puis parfois c'est quand même une réalité. Et les kilos en trop ou les kilos en moins, c'est des répercussions sur la santé des femmes et c'est de tout ça dont on va parler. Et puis j'aimerais pousser un petit coup de gueule parce que je trouve que les journaux féminins n'arrêtent pas de parler de régime, du poids des femmes. Est-ce qu'on pourrait pas aider les femmes à accepter leur corps et arrêter de leur donner des injonctions parfois très contradictoires? Je verrai ce qu'en pense Christian Jamin dans un instant. En tout cas, vous avez envie de poser des questions, vous avez envie de témoigner, vous nous appelez au 0826 300 300. Vous pouvez également envoyer un SMS à Brigitte au 7 20 18. Christian Jamin, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Eh bien, merci de m'avoir invité. C'est un sujet très chaud, si je puis dire, très particulier, très obsessionnel. Et très féminin, quelque part. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des hommes qui sont aussi en surpoids ou qui ont des problèmes, mais c'est vraiment quelque chose qui terrorise les femmes sans arrêt. Alors, moi, je m'occupe que de femmes, donc j'ai du mal à parler de mes confrères. Mais pour ce qui est des femmes, je peux vous dire que pendant ma consultation, je pèse toutes les femmes, toujours.
parce que finalement j'ai besoin de la vérité et pas de leur ressenti. Ça, c'est la première chose. Et 99%, j'ai droit à une petite phrase en disant j'ai grossi ou je viens de manger. Enfin, donc le poids est effectivement un problème quasiment obsessionnel. Oui, et vous m'aviez même raconté, je me souviens, que certaines vont enlever leurs bijoux pour peser un petit peu moins lourd. Ça, c'est pas certaines, c'est toutes. C'est fou. Elles enlèvent leur montre pour monter sur la balance. Pour peut-être gagner 200 grammes en moins. Oui, pour une grosse montre. Donc effectivement, c'est un problème au vécu plus que la réalité. C'est un vécu qui est très traumatisant pour les femmes. Alors, est-ce que c'est les journaux féminins? Est-ce que, enfin bon. Non, c'est pas que les journaux féminins. Les journaux féminins, ils transmettent quelque chose qui fait vendre. Hein. Et puis qui transmettent une certaine réalité. Donc, bien sûr. Où est la poule, où est l'œuf? Mais c'est vrai que c'est un problème compliqué. Alors, je suis ravi d'être là. Je suis ravi d'en parler. Je tiens à dire d'emblée que je ne suis pas nutritionniste. Je ne suis pas là pour donner des conseils je suis là pour parler des grands principes et en plus de la grande régulation de tout le système reproductif par le poids. Parce que la nature est incroyablement bien faite, c'est-à-dire que majoritairement, la régulation du fonctionnement ovarien passe par les hormones digestives. C'est-à-dire que le tube digestif est aussi ce qu'on appelle une glande endocrine et le tissu adipeux est aussi une glande endocrine qui régule une bonne partie du fonctionnement de la reproduction. C'est-à-dire que quand il y a des déficits, il n'y a plus de règles. Quand il y a un excès, il y a d'autres troubles dont on reparlera. C'est-à-dire que la nature est ainsi faite que la reproduction dépend des calories que l'on a pour pouvoir... Il faut avoir un poids, entre guillemets, dans une certaine norme pour rester fertile. Exactement. Trop maigre, on perd ses règles. Alors donc ça s'appelle anorexie, dysorexie, orthorexie, etc. On en parlera. Et puis l'excès de poids, l'excès de poids donne certes des difficultés pour les accouchements, pour la grossesse, mais aussi des difficultés pour être enceinte. Et le grand sujet à la mode, c'est de parler de ce qu'on appelle l'ovaire micropolykystique, qui est une anomalie relativement fréquente du fonctionnement ovarien et qui est probablement en grande partie liée à des modifications du tissu adipeux et de sa localisation et de son importance. Et c'est-à-dire, souvent, c'est des femmes qui sont en surpoids, qui ont ce problème? C'est très souvent lié à un surpoids, oui. D'accord, au moins on parle vrai ici. Et un surpoids, pas n'importe où. Alors, il y a deux types d'obésité. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Il y a les grosses fesses et les gros ventres. Et c'est pas la même chose. C'est-à-dire que parfois il y en a les deux, non? Oui, alors à partir d'un certain niveau, on a les deux. Mais quand les femmes naturellement ont tendance dans leur jeunesse à mettre du gras au niveau des culottes de cheval et des fesses et des cuisses. Et ça ne donne jamais d'anomalie hormonale. Mais en vieillissant, la graisse migre et au fur et à mesure qu'on vieillit, la graisse rejoint le ventre et la partie haute du corps. Et ça, il y a les dessins de Dubout qui nous ont tout montré là-dessus. Il a tout inventé, cet homme. Et donc, les petites cuisses et le gros ventre, c'est l'âge. C'est lié probablement à un excès d'insuline. Ça s'appelle l'insulinorésistance. On pourra en parler. C'est un sujet très, très, très à la mode. Et puis, les femmes jeunes, quand on dit qu'elles sont rondes, qu'elles sont girondes, c'est plutôt au niveau des cuisses et des fesses. Et ça, c'est plutôt bon parce que c'est de la graisse qui va permettre ça ne donne aucun trouble hormonal. Parce que c'est une graisse qui va permettre de porter l'enfant. Et surtout de l'allaiter, probablement. Donc la nature, encore une fois, elle fait incroyable. Les choses. Par contre, on entend beaucoup de femmes qui vont se plaindre à un moment donné, j'arrive pas à perdre mon ventre, etc. Et ça, c'est dû à l'âge et il faut accepter, quoi. Alors, perdre, le mot y est, c'est-à-dire que perdre du gras sur les fesses ou sur les cuisses, c'est extraordinairement difficile, si ce n'est que ça ne marche pas. Alors que perdre du poids à la partie haute du corps, quand on perd du poids, on le perd principalement au départ, au niveau de la partie haute du corps. Alors que quand on a du surpoids au niveau des fesses, c'est vraiment très compliqué à perdre parce que c'est une espèce de mise en réserve. Alors il y a eu des théories sur lesquelles,
qui sont peut-être en partie vraies, c'est-à-dire que le gras des fesses et le gras des cuisses, c'est la réserve calorique que l'on peut avoir quand on veut allaiter un enfant et que on est dans une période de famine. Et donc il reste, si on croit en la nature, en Dieu, en Darwin ou en qui vous voulez, eh bien il y a des modifications de la localisation des graisses en fonction des objectifs de l'allaitement, de la grossesse, etc. Mais de plus en plus aujourd'hui, on reconnaît que le métabolisme de la femme n'est pas du tout identique à celui de l'homme. N'en déplaise à ceux qui sont pour qu'il n'y ait pas de différence entre les hommes et les femmes. Et on voit bien aussi que la question de poids, les femmes vont plus facilement prendre du poids que les hommes. Enfin, alors après, on pourrait dire les hommes sont peut-être plus actifs, etc. Mais il y a quand même une différence fondamentale. Par exemple, on sait que les femmes supportent moins l'alcool que les hommes. Enfin. Et ça, c'est peut-être aussi une vérité qu'il faut oser dire haut et fort pour que les femmes, justement, soient plus conscientes de l'importance de leur poids par rapport à leur santé. Oui, c'est clair. Et puis, il y a une hormone dont on parle, que tout le monde connaît à cause du diabète en particulier, qui s'appelle l'insuline. Et l'insuline joue un rôle absolument considérable dans la morphologie et dans la régulation de la fertilité. Et donc aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qu'on appelle l'insulinorésistance, c'est-à-dire que en fait, on a souvent une difficulté à manger. C'est une image, à consommer son sucre quand on a une insuffisance musculaire, parce que c'est le muscle qui mange le sucre, et que quand le muscle est insuffisant, eh bien l'insuline monte, et pour éviter qu'on devienne diabétique. Et quand l'insuline monte, eh bien ça perturbe le fonctionnement ovarien et ça perturbe la localisation des graisses, c'est-à-dire qu'on voit la graisse qui migre des fesses vers le ventre. L'insulinorésistance, c'est quand on a un gros ventre, et la normalité, c'est quand on a des grosses fesses, quand on est une femme, et que ça reste raisonnable. Ce qui veut dire que le faire du sport pour entretenir sa masse musculaire, ça devrait être un conseil important pour les femmes. Madame, c'est la seule solution. Oui, enfin, il n'y a pas d'autre mot, c'est-à-dire que ça prouve que vous donnez des explications qui sont claires, puisque j'ai compris. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on mange, 70% de l'énergie qu'on absorbe en mangeant est brûlée par le muscle. Donc, si on veut maigrir, eh bien, on se met au régime, on perd du poids, on perd du gras, mais aussi on perd du muscle. Et comme on perd du muscle, eh bien, on arrête de maigrir. Et quand on arrête le régime, on regrossit. Donc, il vaut mieux faire du sport que faire un régime. Les deux. Bon, je vous laisse faire l'émission, et je vais aller faire du sport. Je vais rentrer à pied parce que là, je crois que ça roule pas très bien. Bon, en tout cas, on va commencer avec Fanny qui, elle, va nous parler plutôt de problèmes de manque de poids, puisqu'elle a souffert d'anorexie. Et puis, vous avez envie de poser des questions, vous avez compris. Christian Jamin pourra répondre de manière très claire à toutes vos questions de poids, de sous-poids, de surpoids et que sais-je encore. Sud Radio, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, grâce à Christian Jamin, aujourd'hui, on va mieux comprendre, nous les femmes, pourquoi on grossit, pourquoi on maigrit, pourquoi on n'arrive pas à avoir le poids qu'on a envie d'avoir. On va commencer, Christian Jamin, avec Fanny. Fanny, vous avez beaucoup souffert d'anorexie, c'est bien ça, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Effectivement, moi j'ai toujours été en surpoids dès l'enfance. En surpoids, d'accord. Oui, tout à fait. Et j'ai subi du harcèlement scolaire du coup à l'école. Donc ensuite, effectivement, l'anorexie elle s'est installée quand j'étais au lycée parce que forcément au lycée on a tous les regards qui sont portés sur nous et du coup le reflet dans le miroir ça change. Donc j'ai commencé à manger de moins en moins et moins on mange, plus on perd de poids. Donc comme je perdais du poids, donc tout le monde s'est inquiété. Moi je m'en apercevais pas forcément parce que moi j'avais pas faim, tout simplement. J'avais toujours le reflet dans le miroir qui était. Vous étiez de toute façon même. Toujours trop grosse dans vos yeux à vous. C'est exactement ça. Donc après j'ai dû être hospitalisée. Parce que je tenais plus debout, j'avais tout perdu, les muscles, tout. À quel âge vous vous faites hospitaliser ?
Je devais avoir aux alentours de 15-16 ans. Oui, c'est ça. Donc en pleine adolescence, Ouais, tout à fait. des moments où on est fragile psychiquement, de toute façon. Oui. Et c'est vrai que le regard que la jeune fille pose sur son corps, je crois il y aurait aussi beaucoup de choses à dire. De toute façon, moi, ça a commencé avec donc l'arrivée, quand on dit qu'on devient une femme, en fait, tout simplement avec l'arrivée des règles et le changement d'hormones, où effectivement, déjà, le corps subit une transformation et où on se supporte pas très bien. Alors ça, c'est intéressant aussi ce que vous dites, parce qu'au moment où vous avez vos premières règles, vous aviez été prévenu par votre maman ? Oui, tout à fait. D'accord. C'était pas du tout un sujet tabou. D'accord. Mais, et donc, à partir de ce moment-là, vous devenez femme, sur le plan symbolique. Et là, vous commencez à ne plus vouloir avoir de forme, en quelque sorte. C'est exactement ça. C'est-à-dire que voilà, j'avais déjà des formes, donc ça n'a pas arrangé la chose. Et puis arrivé au lycée, ça devient toujours compliqué. Donc là, on commence à effectivement se regarder différemment dans le miroir. On a l'impression que tout le monde nous regarde parce qu'on est différent. Et donc ça commence comme ça en fait. Est-ce qu'on pourrait dire que perdre justement du poids et perdre ses formes, c'est devenir invisible ? Oui, c'est se cacher. C'est totalement ça. C'est se cacher, en fait, pour que personne ne nous regarde. Oui, alors l'introduction que j'ai faite, c'était sur, j'allais dire, le côté positif. La nourriture en plus, le gras en plus, la localisation, etc. L'anorexie est une maladie extrêmement mystérieuse, pour lesquelles il y a des tas d'interprétations psychologiques, psychiatriques, qui varie beaucoup au cours des années et pour ma part, je suis très très loin d'être un spécialiste des causes de l'anorexie. J'en connais les conséquences, puisque mon métier c'est les hormones, les conséquences à court terme et les conséquences à long terme, et la mortalité, parce que il y a il y a beaucoup de femmes qui en meurent. Bien sûr. Et c'est extrêmement fréquent, ces crises d'anorexie, qui peuvent avoir des effets ravageurs sur la vie entière. Mais je dois dire qu'on est loin là de la physiologie dont je parlais tout à l'heure. On est bien dans la psychologie et dans l'image qu'on a de soi-même et dont vous avez d'ailleurs très gentiment parlé. C'est-à-dire que vous aviez une phobie de vos rondeurs et qui vous a amené à avoir un comportement excessif, si je puis me permettre, et qui n'est pas sans conséquence, parce qu'en général, la première chose qui s'arrête quand on rentre dans l'anorexie, c'est les règles s'arrêtent avant même qu'on ait maigri. Ça, c'est important. Et puis, Dieu merci, on guérit parfois, mais malheureusement, ça dure toute la vie. Et on a l'impression qu'il reste des séquelles de son image corporelle tout au long de sa vie, parce que il arrive qu'on voit moi je vois des femmes depuis longtemps, qui ont vieilli, qui sont rentrées dans un âge post-ménopausique, et elles restent souvent, pas toujours, mais souvent extrêmement différentes des autres dans leur approche du poids et dans leur approche de l'image. Alors aujourd'hui, moi, ça va mieux quand même, parce que Dieu merci, un équilibre. Non, mais voilà, j'ai retrouvé un équilibre. Mon mari m'accepte comme je suis. Le regard des autres aussi. Enfin, tout ce qui a fait que les réseaux sociaux, ça a des inconvénients, mais ça a aussi des avantages. Où effectivement, on doit prendre soin de soi et non plus faire attention au regard des autres, ce qui n'est pas toujours évident, malheureusement. Je pense qu'il est essentiel de sensibiliser les plus jeunes, parce que l'adolescence, c'est vraiment une période vraiment très très fragile au niveau psychologique. Moi, je me souviens d'une campagne, parce que j'avais fait des recherches pour savoir ce qu'était ma maladie, puisqu'on découvre que c'est une maladie. Et je me rappelle d'une campagne publicitaire, avoir vu ça passer, une campagne publicitaire où il y avait une jeune mannequin qui était anorexique et qui posait nue. Et là, on se regarde dans un miroir finalement, parce qu'on se dit que c'est nous. C'est notre corps qui est comme ça et que finalement c'est pas plus joli. Finalement c'est dur à vivre de se regarder aussi maladif.
C'est intéressant. Donc c'est la photo de cette jeune femme qui vous a fait prendre conscience que vous étiez sur un mauvais chemin. En fait, c'est lors de ma guérison. Quand j'étais à l'hôpital, qu'on m'a dit qu'il fallait que je me soigne, que c'était compliqué, voilà, on m'a dit que c'était dangereux. Nous, on s'en aperçoit pas, en fait. On perd vraiment toute notion de ce qui est bien, de ce qui est pas bien. Et en fait, quand on nous montre à l'appui, voilà, en disant, regarde ce que ça peut faire. Et effectivement, c'est un électrochoc. C'est un électrochoc. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'on n'est pas assez averti de ça. C'est beau les réseaux sociaux quand on voit que tout le monde est parfait. Ça c'est clair, oui. Voilà. Mais aujourd'hui, Fanny, vous êtes plutôt en sous-poids encore, ou vous avez trouvé un équilibre on garde un équilibre. Après, on est toujours suivi dans ce type de comportement alimentaire. Donc c'est vrai qu'on fait attention. Là, pendant les fêtes, on déborde pas. On mange au minimum parce qu'il y a toujours quelques petites restrictions, et de se dire que on veut pas tomber ni dans les excès minimum ni dans les excès maximum. Donc on fait vraiment attention. Et puis après, il y a le suivi psychologique qui dure depuis des années. Donc voilà, pour moi, j'ai trouvé un équilibre. Mais ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que vous l'avez dit même sans vous en rendre compte, c'est-à-dire que vous continuez à avoir faim et que vous contrôlez. Et donc l'anorexie est aussi une espèce d'hypertrophie du contrôle de soi-même. Ça, c'est clair. Et vous l'avez dit inconsciemment, et c'est formidable. Donc effectivement, quand on dit quand les anorexiques nous disent qu'elles n'ont pas faim, c'est probablement... Alors c'est compliqué, je ne vais pas les traiter de menteuses, c'est pas du tout ce que je veux dire. Non, mais en tout cas, elles se convainquent, elles arrivent à se convaincre elles-mêmes qu'elles n'ont pas faim, mais en réalité elles ont faim, mais elles ont cette espèce d'hypertrophie de la volonté qui en fait des femmes admirables d'ailleurs, mais dont l'admirable a dépassé les bornes. Mais c'est ce que je disais, en fait, c'est qu'on n'a plus de notion de ce qui est bien et ce qui est mal. Donc même quand on fait attention, on ne voit pas forcément qu'il y a du mal derrière. Alors il y a deux conséquences dans l'anorexie, en dehors de l'image, en dehors de... Effectivement, il y a beaucoup d'anorexiques qui meurent quand elles vont vraiment trop loin, donc ça peut être une maladie très grave. Mais la première chose qui se passe, c'est que les règles s'arrêtent. Et ça, c'est une leçon extraordinaire. C'est en tout cas un symptôme très clair du problème anorexique. Voilà. Ou même, je dirais, dysorexique. C'est-à-dire que il y a l'anorexie qui veut dire A, ça veut dire je mange pas. 10, ça veut dire je mange mal. Et donc, c'est la première cause d'arrêt des règles chez les jeunes femmes. On reparlera après de l'excès dans l'autre sens, mais effectivement, la première chose qui se passe, c'est que la règle s'arrête. Et puis, il y a une conséquence à long terme, c'est qu'on fabrique l'os avec lequel on va vivre toute sa vie entre le début de la puberté, c'est-à-dire 10-12 ans, et à peu près l'âge de 19 ans. C'est-à-dire qu'on construit ce qu'on appelle son capital osseux. Et ce capital osseux, après, on n'est plus capable de le faire augmenter, et on va le perdre avec le temps, et en particulier avec la ménopause. Et donc, quand on a une anorexie à cette période de la vie, eh bien, on ne fabrique pas son os. On met la charpente en danger. On met la charpente en danger, et quand je vois une femme qui vient me voir à 50 ans parce qu'elle a de l'ostéoporose, eh bien, souvent, en l'interrogeant, on s'aperçoit qu'elle a eu ce problème, cette carence alimentaire au moment de la puberté. Donc, il faut bien comprendre que on peut le payer très tard. Voilà, l'anorexie est quelque chose de très grave et c'est pas à prendre à la légère. Et merci Fanny de votre témoignage qui est très clair. Merci. Et merci à vous, merci à vous surtout. On va faire une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil, comment développer son imaginaire érotique. On va jouer, parce que vous allez pouvoir gagner ce cracker peau contre peau, et on va écouter Delphine aussi dans un instant. Alors elle, c'est le contraire, elle est ronde, mais je crois qu'elle assume bien ses rondeurs. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. À tout instant, écoutez
Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Christian Jamin, voilà un Love Conseil qui va vous permettre de développer son imaginaire érotique. Enfin vous, je me fais pas de soucis, vous n'avez pas besoin de ce Love Conseil. Bref, dans le mot imaginaire, il y a le mot image. Et justement, on va partir de là. On est entouré d'images, on est entouré de choses qui sont un peu symboliques. Et on rêve, on imagine. Eh bien, il suffit de remettre en marche ce petit moteur intérieur. Et voilà plusieurs pistes que je vous propose. Alors d'abord l'image qu'on peut copier, je pense notamment aux films pornographiques, érotiques et pourquoi pas les ouvrages ou pourquoi pas même ce que vous entendez dans cette émission où on parle quand même beaucoup d'érotisme. Et puis il y a une chose qui fonctionne bien aussi, c'est les souvenirs. N'hésitez pas à vous remémorer le soir avant de vous endormir ce que vous avez aimé dans la vie au niveau du plaisir, au niveau du charnel, au niveau de vos sens. Et puis n'hésitez pas, pourquoi pas, avant de vous endormir, de fantasmer de ce que vous aimeriez faire, que vous pourriez imaginer. C'est juste un fantasme, c'est pas un désir de passer à l'acte. Et tout ça va vous permettre de développer un peu un imaginaire érotique, parce qu'on en a tous, sauf que souvent on a un peu fermé la porte. Et donc ce que je propose, c'est de rouvrir la porte. Et puis il y a ce qu'on appelle le symbolisme. De nombreux objets dans la vie courante peuvent être des symboles masculins ou féminins. Et amusez-vous à regarder autour de vous et divaguer sans complexe, sans tabou sur ce qui pourrait être masculin ou féminin. Par exemple, notre micro, il est un petit peu masculin, mais en même temps la bonnette, elle est plutôt féminine, puisqu'elle est ronde et elle est toute douce. Et puis peut-être que vous pouvez toujours regarder autour de vous et vous imaginer que ce serait plutôt un symbole masculin, ça un symbole féminin. Et c'est comme ça qu'on réveille son imaginaire érotique. Eh bien, voilà une bonne leçon. Je vais regarder tout différemment maintenant. N'est-ce pas et puis après, vous verrez si ça a des fonctionnements sur votre corps, s'il se passe des choses, vous nous raconterez une prochaine fois. Delphine est avec nous, mais dans un instant, je vais lui donner la parole parce que d'abord, j'ai envie de jouer avec vous comme tous les jours. Vous le savez, on peut gagner aujourd'hui ce cracker peau contre peau de Passage du Désir. C'est un objet avec des accessoires. Et avec ça, vous pourrez peut-être mieux vous masser, mieux vous faire du bien. Et si vous avez envie de gagner ce cracker peau contre peau Passage du Désir, il vous suffit d'envoyer un SMS. Vous envoyez Brigitte au 7 20 18 et l'un d'entre vous sera tiré au sort. Merci Delphine d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour Christian. Bonjour. Donc vous êtes plutôt ronde, vous avez quelques kilos en trop, on peut le dire, ou vous ne considérez pas que vous avez des kilos en trop? Non. Mais en fait, je suis une femme ronde et donc une mannequin grande taille. Et donc je suis égérie d'une boutique en fait de robes de mariée sur Narbonne. Et je défile notamment avec des robes de mariée et des maillots de bain. Et cela m'a, je vous avoue, beaucoup aidé. Alors vous faites quelle taille qu'on visualise justement, puisqu'il faut faire fonctionner notre imaginaire? 48. 48, ça va encore. 48, oui, ça va. Et voilà, et donc en fait, ces défilés que je fais, notamment en robe de mariée, en maillot de bain, c'est vrai que ça m'aide énormément pour m'accepter telle que je suis aujourd'hui. À mon avis, quand même, vous acceptiez, parce que sinon vous n'auriez pas pu défiler. Il me semble quand même, parce que là, surtout en maillot de bain, si on accepte de se montrer en maillot de bain devant plein de monde, c'est quelque part, c'est une manière de vous assumer, mais de provoquer un petit peu aussi. Alors, provoquer peut-être pas, mais suite à mon divorce, en fait, je me suis posé beaucoup de questions sur moi, sur pourquoi, et en fait, j'ai voulu, grâce à une personne, sur Narbonne, qui tient une boutique de robes de mariée, elle m'a proposé en fait de défiler sur des salons et de montrer en fait à la terre entière que on pouvait effectivement avoir des kilos en trop, mais aussi pouvoir s'assumer et donner envie aux autres. Et en fait, je pense que ça a été un exercice qui a été plus que vital pour moi,
parce que aujourd'hui, en fait, je suis très à l'aise avec mon corps, avec les vêtements que je porte, c'est une façon Mais aussi. est-ce que vous avez pris du poids à cause de votre divorce ou vous aviez déjà Non, vous étiez déjà ronde? Vous êtes ronde de nature Oui. Oui, j'étais déjà un petit peu ronde. Mais en fait, vous savez, quand j'ai divorcé, je me suis posé beaucoup de questions, savoir si c'était par rapport à mon poids, et en fait, et c'était un exercice, et cet exercice que j'ai voulu juste pour essayer. Mais en fait, il s'est avéré que ça a été pour moi une révélation. Et voilà, et une grande partie de mes troubles alimentaires, je pense, étaient en partie liés aussi au dictat de la société. Et j'ai entendu tout à l'heure une auditrice qui parlait des magazines, des réseaux sociaux. Et c'est vrai que oui, il y a les réseaux sociaux, c'est pas toujours, on n'est pas toujours dans le positif. Mais là aujourd'hui, grâce en fait à ces réseaux sociaux, on peut voir aussi d'autres personnes avec des publicités qui sont inclusives à des personnes. Et puis grâce aux réseaux sociaux, on parle de ces sujets et ça aide énormément à décomplexer. Est-ce que Christian Jamin, il y a un poids entre guillemets idéal, ou est-ce que ça dépend beaucoup de la morphologie je sais pas, des femmes? Il y a des femmes qui sont naturellement plus rondes et d'autres naturellement plus minces, non? Et c'est drôle parce que j'attendais la question. J'étais sûr qu'elle allait arriver. Alors, il y a deux définitions, si vous voulez. Il y a la définition médicale qui a été à laquelle on a répondu par des analyses statistiques. Il y a ce qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui est la taille divisée par le poids au carré, P sur T2, qui donne une norme, et on considère qu'on est en bonne santé, la meilleure santé, ça ne veut pas dire qu'on est en mauvaise santé quand on est en dehors, c'est de 19 à 24 kg par mètre carré. Voilà. Donc, et ça, on sait que statistiquement, eh bien, c'est ce qui vous donne l'espérance de vie la plus élevée. Mais encore une fois, il faut pas non plus en faire une maladie. Oui, c'est une norme. Et puis, il y a les normes économiques. C'est-à-dire que dans les pays où on n'a pas de quoi manger, ou dans les époques où on n'a pas de quoi manger, on aime les femmes rondes. Et puis, dans les pays où on mange trop, le nôtre, eh bien, on aime les femmes minces. Et donc aujourd'hui, on a qui cohabitent en France des gens qui arrivent de cultures différentes et qui ont des volontés de morphologie qui dépendent de leur éducation et de l'endroit d'où elles viennent. Et aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont. En Afrique du Nord, on préfère les femmes un peu rondes, et dans le nord de l'Europe, on préfère les femmes un peu minces, si ce n'est trop minces. Voilà, donc ça c'est le deuxième aspect. Puis le troisième aspect, il est l'aspect esthétique. Et ça, l'aspect esthétique, il dépend des modes. C'est-à-dire que des façons de s'habiller, et donc là il y a des normes qui dépendent uniquement des journaux féminins et des réseaux sociaux, etc. Oui, mais il y a aussi une mode, j'allais dire érotique. Par exemple, aujourd'hui, avoir un peu de poitrine, c'est plutôt mieux, alors qu'il y a dans les années 70, on était plutôt pour les femmes qui n'avaient pas de poitrine. Enfin, mais ça aussi, ça va jouer. Et vous avez raison, mais on rêve toujours de ce qu'on n'a pas. Si je puis me permettre. Les femmes rêvent toujours de ce qu'elles n'ont pas? Les hommes, nous aussi, on rêve toujours de ce qu'on n'a pas. Si vous avez une femme qui a de gros seins, vous rêvez d'une maîtresse qui n'en a pas? Pas du tout. Mais quand vous vivez dans un monde où la minceur est la règle, ou pour être bien, eh bien, quand on maigrit, on perd ses seins en premier. Donc, l'idéal, c'est d'être mince avec des gros seins, si je puis dire, parce que c'est ce qui est de plus rare. Donc, en fait, dans la société, on rêve toujours d'être un peu différent, exceptionnel. Donc, quand on est gros, qu'on ait des gros seins, c'est banal. Mais quand on est mince, très mince, et qu'on a des gros seins, ça devient franchement érotique. Voilà. Donc, quand je parle des différentes normes, il y a les normes médicales, il y a les normes sociétales, et puis il y a les normes esthétiques. Et c'est pas les mêmes, et ça change tout le temps. Pas les normes médicales. En tout cas, Delphine, vous me donnez une idée que j'ai envie de transmettre à toutes les femmes qui nous écoutent. Je crois que ce qui serait important, c'est que toutes les femmes puissent se faire photographier et d'elles des très belles photos. Et à partir de ce moment-là, elles s'accepteront mieux, parce que finalement, c'est une question de regard.
Oui, ben alors j'allais justement vous en parler. C'est vrai que durant ces défilés que j'effectue sur les salons de mariage, je transmets énormément. Il y a un retour très positif en fait de la femme qui se projette dans une robe. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui se projetaient en me disant j'ai l'habitude de voir défiler des mannequins en 36, 38 et moi en 48, je ne m'imagine absolument pas dans une robe sirène. Alors que il existe des robes qui sont adaptées à la femme ronde et c'est vrai que de voir leur regard se dire mais moi aussi je peux porter ça, moi aussi je vais pouvoir rire, danser, bouger avec aisance, avec un joli décolleté, c'est une thérapie. Et la deuxième thérapie, c'est la photo. La photo, pas la photo prise avec un appareil photo, la photographie avec un photographe vous aide énormément à avoir un autre regard sur vous-même. La prise de vue et puis la façon dont est abordée en fait la séance peut aider beaucoup la personne à s'accepter telle qu'elle est. Je suis persuadée, oui. Bon, en tout cas, Delphine, vous avez déjà la robe de mariée. Il vous reste à trouver le mari maintenant. Hein. Oui, bon, non, pas de suite. Hein. Ah, pas de suite. Non. Bon. non, pas de suite. Mais bon, voilà, je fais rêver les autres et j'en suis très, très fière et très contente. Voilà. Et merci pour cette émission aussi. Merci pour ce sujet parce que ça me tenait à cœur et merci d'avoir autant de sujets libres. Oui. J'ai bien aimé ce que vous avez dit parce que à travers tout ça, vous avez dit aussi, si j'ai bien compris, que en fait, on peut tout simplement aimer ce qu'on est ou l'image qu'on a. C'est-à-dire qu'il faut absolument sortir des archétypes de la taille, du poids d'elle. Moi, j'y connais rien en taille de vêtements féminins, mais c'est l'œil, quoi. C'est l'œil. C'est l'œil qu'on a sur soi-même. Et donc, quand on s'aime, c'est la meilleure façon de se faire aimer par les autres. Voilà. Et la dernière phrase, c'était, c'est une phrase que je dis souvent. J'ai envie juste de dire à toutes les femmes, quelle que soit la taille, quelle que soit la taille de vêtements, qu'on est toutes belles à notre manière et qu'on on vit, continue à rire, continue à danser et puis voilà, la vie est belle. En tout cas, votre voix laisse à penser que vous allez quand même finir par en trouver un de mari. Le temps que vous guérissiez un petit peu de votre divorce et ça sera... Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous Delphine, merci beaucoup. On fait une petite pause et on va se retrouver dans un instant. Je crois qu'on va peut-être avoir un homme qui justement aime les femmes rondes. Brigitte Lahaie, Sud Radio. On est avec Christian Jamin, gynécologue, endocrinologue, et on parle des kilos des femmes. On va faire patienter un petit peu Nicolas qui sera avec nous peut-être dans un instant, mais on a Marion qui nous appelle justement et qui a besoin de votre avis éclairé. Christian Jamin, bonjour Marion. Bonjour Marion, cela fait 7 ans que j'essaie d'avoir un enfant avec mon époux. Il n'y a plus de contraception du coup depuis ce temps-là. Les spécialistes disent que c'est à cause de mon surpoids. Ce sont, à mon sens, des kilos émotionnels et non forcément des kilos dus à une alimentation déséquilibrée. Et pour le coup, je n'arrive pas à m'en libérer, ce qui implique énormément de soucis dans ma vie personnelle. Bien sûr. Vous avez quel âge et vous faites quel poids, Marion ? 37 ans. Et je fais 105 kilos. D'accord. Donc 37 ans, en plus, il faut pas trop attendre. C'est ça. Et ça fait pourtant 7 ans que vous essayez d'avoir des enfants. Oui. Vous faites l'amour combien de fois par mois ? On est à 5-6 fois par mois. En fonction de notre disponibilité aussi. Oui. Je pose les bonnes questions, Christian Jamin. Mais là, je suis stupéfait. On dirait que vous avez eu un maître qui vous a appris tout ça. Je vous donnerai son nom tout à l'heure. je vous laisse justement réagir. Donc le poids et la grossesse, voilà un sujet extraordinairement important. Alors d'abord, il y a les problèmes balistiques, si je puis dire. C'est-à-dire que le poids, quand on est enceinte, ça donne plus d'accidents de grossesse, plus de difficultés d'accouchement, etc., etc. Mais c'est pas votre sujet. Vous, votre sujet, c'est que vous n'arrivez pas à être enceinte et on vous a dit que c'était à cause du poids.
Alors, Oui. la réponse est forcément beaucoup plus difficile parce que je connais pas le cas. Alors, d'abord, vous avez 37 ans, donc effectivement, il y a longtemps que vous avez commencé, mais c'est vrai que la fertilité baisse avec l'âge. Et ce qu'il faut savoir, et là je le répéterai jamais assez, c'est qu'à 20 ans, il faut 2 fois moins de rapports sexuels qu'à 30 ans pour être enceinte. C'est-à-dire que la fertilité baisse très tôt dans la vie. Et disons que et à partir de 30 ans, ben ça baisse et là on est franchement dans les difficultés à partir de 38 ans. Et donc là, c'est quelque chose à connaître et on ne le répète pas assez parce que avec la société dans laquelle on est, les femmes repoussent toujours l'âge de la première grossesse pour des raisons et d'études, de profession, de trouver le mari, surtout, etc. Il y a aussi trouver le bon compagnon, parce que parfois on est mature plus tôt qu'eux, eux ne sont pas prêts. Non mais on l'est, voilà. vous à 30 ans mettre en projet le fait d'avoir un enfant, c'était très 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 bien vu. Enfin, mais déjà oui, je pense que vous pourriez faire l'amour plus souvent. Ça me paraîtrait. J'allais y venir. Oui. Alors, bon, je vais vous donner des chiffres. Alors, faut pas faire l'amour avec un chronomètre, hein. Mais en gros, la fertilité d'un spermatozoïde dans le ventre d'une femme, c'est 5 jours. Et son maximum de fécondité, c'est 3 jours. Donc, pour faire un enfant, l'idéal, encore une fois, ne prenez pas un chronomètre ou ne marquez pas ça sur le calendrier, mais c'est au moins de faire l'amour 2 fois par semaine et pas concentrer sur le samedi soir après le turbin. Hein. Donc, il faut faire l'amour tout le temps. Voilà. Et si possible, pas trop, mais c'est-à-dire pas la peine de le faire tous les jours, mais l'idéal, c'est tous les 3 jours. Donc, il y a peu de gens qui savent ça. Deuxièmement, il y a ce qu'on lit sur Internet où on vous dit vos périodes de fécondité, etc. Ça, c'est vrai dans les livres, mais c'est faux dans la réalité. J'ai vu avant-hier une femme qui était enceinte alors qu'elle avait eu un rapport au 2e jour de ses règles. Donc, il faut faire l'amour tout le temps et il faut pas tenir compte des dates du cycle. Et par ailleurs, il faut surtout pas mettre une application sur son téléphone parce que ça rend fou. Il faut pas marquer des croix sur le frigo parce que ça fait débander monsieur, etc., etc. Donc, faites l'amour tout le temps, régulièrement, sans excès, quand ça vous fait plaisir, mais il faut essayer d'avoir quand même un certain rythme. Oui. Voilà. Alors maintenant, le poids, c'est là le sens de la question. Alors je l'ai dit tout à l'heure, les hormones digestives jouent un rôle considérable dans la régulation de l'ovulation. Et plus que les hormones digestives, c'est-à-dire que les graisses qu'on a dans notre corps sécrètent des hormones qu'on appelle les adipocytokines qui régulent la régularisation, qui régulent l'aspect de l'hypophyse par quelque chose qui s'appelle, entre guillemets, le kiss peptide. Kiss, ça veut pas dire baiser, hein. C'est le non, kiss. c'est embrasser, kiss. Oui, non, mais oui. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Kiss, c'est le nom d'une ville aux États-Unis où on a trouvé cette hormone. Et cette hormone régule tout l'ovulation. Et cette hormone, elle est dépendante des adipocytokines. Donc, effectivement, pour des raisons qui sont encore compliquées, eh bien, les graisses sont susceptibles de fortement perturber l'ovulation et donc la fertilité. Et donc, probablement que la forme ultime de cela, ça s'appelle l'ovaire polykystique. C'est-à-dire que toute cette régulation perturbe la grossesse et on sait qu'au-delà d'un certain poids, eh bien, on a plus de mal à être enceinte. Donc, je vous ai donné les grands conseils, c'est-à-dire sur le rythme, sur le... Après, vous entendez bien qu'au début de notre relation, on était à beaucoup plus, comme dans tous les débuts de relation, et qu'au fur et à mesure du temps, on est arrivé à 5-6 par mois. Et c'est pas pour autant que je suis plus tombée. Mais Marion, vous avez parlé de kilos émotionnels. Moi, je vous conseille vraiment, et on le sait, et quand on parle avec notamment un de mes invités, Hugues Rennes, qui a beaucoup travaillé sur les questions d'infertilité, les kilos émotionnels, il y a quelque chose sur le plan psychologique qui peut être libéré et qui vous donnera le droit d'être enceinte.
Bien sûr, j'y travaille énormément. Je suis suivie par une acupunctrice, je fais de la kinésiologie. Oui, mais Travailler d'abord sur pourquoi vous avez des kilos en trop. Qu'est-ce qui a provoqué ce surpoids? Et puis, qui est-ce qui vous empêche, qui ne vous a pas donné l'autorisation d'être mère? C'est ça les vraies questions sur le plan psychologique. Encore une fois, moi, ce que vous a dit Christian est très important, mais sur le plan psychologique, qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas être mère? C'est votre propre histoire. Ouais. Mais sur le plan physique aussi, là je partage tout à fait ce que vient de dire Brigitte, mais sur le plan physique, il semble que le manque de muscles par rapport à la graisse perturbe fondamentalement la fertilité. Donc j'ai entendu que vous preniez des tas de mesures pour essayer de perdre du poids. Le meilleur, c'est l'exercice. Donc sous la couette, hein. Ah non, pas celui-là. À moins de se courir après autour du lit. Mais... Après, je suis à demi-heure de marche par jour, avec une séance de pilates par semaine, une séance d'aquabike par semaine. À un moment donné, j'ai aussi une autre vie que de faire de l'activité. Alors, je vais faire la bonne fée, Marion. Rien que le fait d'avoir appelé et d'avoir parlé avec nous, je pense que du coup, il y a quelque chose qui va se lever. Merci. Et voilà. Écoutez, en tout cas, si c'est le cas, moi je veux que vous nous le disiez, ou au moins que vous nous envoyiez un message. Mais je vous assure, parfois, c'est des choses aussi magiques que ça, et ça marche. Alors, de ma part, il s'agissait absolument pas de vous culpabiliser. J'ai vu que vous avez dit que vous faisiez tout ce qu'il fallait, et tant mieux. Alors, encore une fois, tout ça est extrêmement compliqué. Je donnais des conseils généraux et qui n'étaient pas faits pour vous, parce que effectivement, si vous faites une demi-heure de marche par jour, etc., eh bien c'est parfait, et comme dit Brigitte, ça va tout déclencher. En tout cas, merci Marion de votre appel, et puis on va continuer après les infos, évidemment. Si vous avez des questions à poser à Christian Gémin, profitez-en, il pourra vous répondre. Mais en tout cas, ce qu'on a dit à Marion, malheureusement, c'est certainement juste, évidemment. Alors la petite devinette du jour, quel est le mot qui revient le plus chez une femme juste après le coït? Vous avez le temps des infos pour me trouver la réponse. Yam Rosenior va s'engager avec Chelsea. Voilà pour l'info. Bon après-midi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, c'est avec Christian Jamin que nous parlons des kilos des femmes, en trop ou pas assez. Vous êtes gynécologue, endocrinologue, et on sait que les hormones, on joue beaucoup dans notre prise ou pas prise de poids. Alors, avant de poser la question du poids et de la ménopause, je voudrais la réponse à ma devinette, Christian Jamin. Alors, quel est le mot qui revient le plus chez une femme juste après le coït? Encore. Non, déjà. Enfin, vous étiez sur la piste, sauf que vous étiez prétentieux. Bon, en tout cas, on va reparler de l'anorexie dans un instant avec Raphaël, qui est autrice d'un livre sur l'anorexie, justement. Mais je voulais peut-être qu'on revienne sur la prise de poids au moment de la ménopause. Alors, il n'y a pas de prise de poids au moment de la ménopause. Ça va détruire des mythes. La prise de poids, c'est l'âge. Et pourquoi l'âge? Parce que c'est le muscle qui vieillit. Chez tous les animaux, les chiens, les chats deviennent gros en vieillissant, et les hommes et les femmes aussi. Il faut savoir qu'on perd sa masse musculaire à partir de l'âge de 20 à 30 ans, que la prise de poids moyenne d'une Française entre 30 et 65 ans est de 12,5 kg. En Allemagne, c'est un peu plus, c'est 15 et quelques. Donc ça veut dire que oui, si on fait 55 kilos à 20 ans, on en fera 12 de plus à 60 ans, sauf si on fait attention, et si on fait vraiment pas attention, on en prendra plus. Et donc la ménopause, c'est 50 ans. Et 50 ans, c'est en moyenne. C'est l'âge où on a pris du poids parce qu'on a perdu ses muscles. Et que 70% de l'énergie que l'on brûle tous les jours, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base musculaire. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de se servir de ses muscles pour dépenser de l'énergie. C'est un petit peu comme le moteur de la voiture. S'il tourne et il consomme. Et donc, on perd des muscles en vieillissant, et la marche... Alors,
la marche. Pourquoi la marche? Parce que 70% des masses musculaires, c'est les fesses et les cuisses. Alors les bras, tout ça, ça a des petits muscles qui rendent beaux, hein, qui rendent fins, qui donnent. Mais au point de vue quantitatif, il y a pas, on n'a jamais vu un marcheur gros et on n'a jamais vu un cycliste gros. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et la ménopause, il n'y a pas de cassure du poids au moment de la ménopause. Il y a juste que on a 50 ans. Voilà, donc si on veut ne pas trop prendre de poids, il faut réduire un peu son alimentation et faire du sport. Marcher. En marche, oui. Faire du vélo. Vous êtes en train de faire de la pub à quelqu'un. Moi, Et pourquoi? Non, mais j'ai rien dit. Georges, vous parlez de Georges Marchais. On va donner la parole à Raphaël qui est avec nous. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Vous avez écrit ce livre Corps de paille, mental de plomb, anorexie, oser s'en sortir, avec une très belle postface de Jacques Vigne. Et donc dans ce livre, vous racontez, hein, en fait c'est presque une écriture thérapeutique, hein, ce livre, mais en même temps c'est un message que vous envoyez à des femmes qui peut-être aujourd'hui n'en sont pas encore sorties. Voilà, donc merci de prendre un peu de temps. On le trouve, j'imagine, sur Amazon, votre livre. Oui, c'est exact, oui. Et donc, voilà, corps de paille, mental de plomb. Alors, je me suis même trompée hein, quand j'annonçais que 70% des femmes par rapport aux hommes, alors que là, j'ai vu les chiffres jusqu'à 75 à 90%. Ce sont des femmes anorexiques. Donc, c'est vraiment une problématique féminine. Et j'aime bien ce que dit, c'est dans la postface que j'ai lu ça, mais je trouve ça très juste. L'alimentation, c'est la pointe de l'iceberg. L'anorexie est avant tout une maladie du lien. Oui, c'est juste. En fait, c'est vrai que l'anorexie, ça vient entièrement habiter la tête. Ça vient vraiment investir l'espace mental. Il y a une déconnexion du corps qui est très très importante et qui met les personnes anorexiques dans une grande forme de déni, qui noie les personnes dans cette grande abîme douloureuse. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ressemble à un refus de sa féminité? Oui. Quelles qu'en soient les causes, hein, après. Clairement, la personne qui souffre d'anorexie est souvent, en général, des personnes qui sont en jeune adolescence. Donc avec plein de choses qui s'y passent, toutes les hormones qui s'affolent, et oui, les signes de féminité qui apparaissent et qui sont tellement rejetés, bien sûr. Oui, je ne peux que partager ce que vous avez vécu. En effet, il semble que la sexualité et la féminité, dans l'ordre que vous voulez, ne soient pas très développées chez les femmes qui développent une anorexie. Et je pense que... Enfin, j'ai pas lu votre livre, je le ferai avec plaisir, là je vais... Mais c'est tout à fait exact. Bon, après, c'est vrai que moi, la porte d'entrée était peut-être... j'étais attendue en garçon, donc il y a très certainement derrière ça un désir de reconnecter, de faire plaisir à papa pour être celui qui l'attendait aussi. Voilà, alors oui. Les rapports dans l'anorexie et de l'image du père sont certainement importants. Oui, c'est ce que disait Christian. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça, Raphaël? C'est plus finalement du côté du père qu'il faut chercher que du côté de la mère? Dans les causes psychologiques. On a beaucoup incriminé les mamans, mais les papas ont aussi leur mot à dire. Alors, en même temps, on ne culpabilise pas les parents, hein, attention. Non, mais ça a été longtemps ça. Alors qu'en fait, il y a plein d'autres raisons. Hein. Il y a un contexte qui fait que on est amené à faire plein de régimes dans tous les sens et que on valorise le sport et on peut pas du tout aller contre ça. Bien sûr que ça fait du bien de manger sainement et de faire du sport, mais après c'est la limite qui est fragile entre à partir de quand on mange, on s'occupe de soi et à partir de quand on glisse dans cette spirale. Vous parlez d'ailleurs des 4 phases de l'anorexie. C'est intéressant parce qu'en fait au départ il y a une sorte d'euphorie avant que justement on tombe, si je puis dire. Oui, clairement, on est dans une jouissance, une surpuissance. Le monde est à nous, il nous appartient et tout est possible. Et le corps est tellement fort. Donc on va très très loin, que ce soit dans le sport ou la non-nutrition, on peut dire. Et cette phase peut durer longtemps, parce que moi ça a été une maladie sur 18 ans quand même. Et je dirais même que quand la maladie n'est plus dans le corps, elle reste encore dans la tête.
C'est-à-dire cette obsession à avoir tellement ce petit personnage, cet ego clairement qui vient nous malmener. Alors que le corps, il va déjà un petit peu mieux, il a bien sûr les blessures et la mémoire, mais c'est une maladie mentale. Tout à fait. Je voudrais revenir sur ce qu'on a dit juste avant. Là, il est absolument hors de question de culpabiliser les parents, parce que c'est le regard de la jeune fille sur ses parents, mais c'est pas le comportement des parents qui est en cause. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que là où je partage aussi votre avis, c'est moi je définis l'anorexie comme une hypertrophie de la volonté, c'est-à-dire une volonté qui est tellement forte qu'elle en devient pathologique. Et c'est un peu ce que vous avez dit. Oui, c'est ça. C'est vrai que les parents, ils sont dans une grande souffrance. Ils ont du mal à comprendre leur enfant. D'autant que ça peut être mortel, il faut le rappeler, bien sûr. Alors, oui, tout à fait. Vous donnez des pistes dans ce livre, notamment j'ai vu vous parler à un moment donné de la piste du transgénérationnel, comme si on voulait ressembler à quelqu'un qui avait antécédent, qui est très très mince. Et puis vous donnez aussi des pistes pour s'en sortir. C'est en ça que ce livre peut être intéressant pour certaines personnes qui nous écoutent. C'est vrai que j'ai voulu faire un livre qui était peut-être un peu différent des autres, dans le sens où je ne suis pas certaine que l'écriture peut guérir, mais en tous les cas, elle peut toucher. Et c'est un livre où je ne parle pas de régime, je ne parle pas de nourriture, ni de statistiques, mais j'ai essayé de faire en sorte qu'il s'adresse au cœur, en tous les cas, qu'il ouvre une porte, qu'on retrouve l'essence, en fait, et l'élan de vie, qu'on aille vers cette lumière qui peut être là. On connaît cette période tellement sombre et glauque qu'effectivement, il existe... Voilà, on peut déplacer l'angle de vue et voir sa vie dans un autre espace. Oui, et vous dites « Sans corps, je ne suis plus. Il faut donc habiter mon corps et lui porter de l'attention et savoir où je m'y trouve. » Ouais. Il faut revenir au corps, et c'est pour ça que à un moment vous parlez du yoga, vous parlez de pistes qui sont dont on n'entend pas souvent parler d'ailleurs quand on parle d'anorexie. C'est ça, je pense que c'est ce qui a plu au docteur Jacques Vigne. Ouais, moi c'est ce qui m'a plu. C'est ce qui m'a plu aussi, c'est de revenir au corps, parce que finalement on entend souvent il faut faire une psychothérapie, il faut ci, il faut ça, mais au fond il faut habiter son corps, en tout cas retrouver un lien avec son corps. C'est ça, l'habiter de nouveau en fait, après l'avoir déserté longtemps. C'est vrai que j'ai mis du temps, je l'ai tellement maltraité que ce retour est difficile. Il peut être carrément d'une grande souffrance également, mais quand on apprend à l'écouter, ça peut être une maison accueillante, chaleureuse. En tout cas, c'est une boussole incroyable et il faut savoir l'écouter. Ouais. Mais merci d'avoir pris un peu de votre temps, Raphaël Bourguignon-Perceval. Ça s'appelle Corps de paille, mental de plomb. Anorexie, oser en sortir. Merci beaucoup. On va faire une petite pause et on va enfin avoir Nicolas qui va faire un bel hommage aux femmes un peu rondes dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Patlae Sud Radio. Christian Jamin est avec nous, gynécologue endocrinologue. On parle du poids. On a beaucoup évoqué l'anorexie, mais on a évoqué également le surpoids. Et tout de suite, je crois, Nicolas, que vous allez faire du bien à beaucoup de femmes qui nous écoutent. Merci d'être avec nous. Bonjour. Eh bien, bonjour, j'espère aussi. Bonjour, Brigitte. Bonjour. Alors, oui, moi, je suis ce qu'on appelle un fat lover. Voilà, alors fat lover, si on parle un peu anglais, on comprend. Lover, ça veut dire amoureux, fat, des grosses. Oui, voilà, vulgairement appelé comme ça. Voilà. En fait, c'est plus joli en anglais, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Et c'est-à-dire parce qu'il il faut qu'elles aient quoi, au moins 20 kilos en plus. Ah oui, voilà, c'est pas un poids délibéré choisi. C'est vraiment, j'aime bien les femmes avec des rondeurs où elles ont. Mais attends, qu'on se comprenne. Qu'on se comprenne bien. Est-ce que vous aimez des femmes qui ont beaucoup de poitrine et des fesses, etc., ou est-ce que vous aimez des femmes qui sont vraiment grosses, c'est-à-dire qui sont en surpoids? Parce que c'est pas la même chose entre aimer la femme plantureuse ou aimer la femme des tableaux de Renoir, c'est pas la même chose. Oui, non, c'est vraiment les femmes qui sont grosses, quoi, on va dire comme ça. D'accord. On n'ose pas le dire, des femmes qui sont grosses. Non, voilà, parce que pas politiquement correct. Politiquement, voilà, c'est pas correct. Enfin, ça fait pas correct. Et
quand on dit qu'on aime les femmes grosses, on a toujours les gens, le phénomène de société, les gens qui nous regardent avec les yeux un peu exorbités, disant on n'est pas dans la norme, quoi. Alors que voilà. Mais alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ça veut dire que vous aimez en avoir plein les mains? Qu'est-ce qui fait que vous aimez les femmes grosses? En fait, elles ont le petit je ne sais quoi que les minces n'ont pas. Quand on veut leur faire un câlin, on a vraiment les bras bien enlacés. On est comment je pourrais expliquer ça Mais est-ce qu'elles sont plus sensuelles ou est-ce qu'elles sont finalement complexées, plus difficiles, et que c'est ça aussi qui vous plaît, d'arriver à les séduire? Voilà, c'est parce que beaucoup ont un manque de confiance en elles et elles n'acceptent pas forcément leur image et leur regard, le regard des autres sur elles. Alors donc c'est du bénévolat que vous faites? On va pas appeler, je fais pas la charité non plus, mais c'est vraiment. Mais vous voyez bien que je vous fais marcher. Attiré, oui, j'ai bien compris. Mais je suis vraiment attiré et je leur fais comprendre que. Moi, ces formes-là, les formes généreuses, c'est vraiment quelque chose dans lequel j'apprécie. Je me sens bien dans leurs bras, je me sens bien attiré vers elles. Et ça, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Vous venez de dire, je me sens bien dans leurs bras. Oui. Alors que généralement, on parle plutôt de la femme qui va se mettre dans les bras d'un homme. Oui, mais bon, voilà. C'est intéressant. Oui, voilà. J'entends bien. Christian, allez au secours de Nicolas. Non, c'est-à-dire que moi je le comprends, puisque, allez, je vais parler de mes fantasmes, si vous voulez, c'est-à-dire qu'elles sont gourmandes. Parce qu'elles aiment manger et elles aiment le bonheur, elles aiment le plaisir, et ça, je dois dire que c'est une qualité aussi dans les relations qu'on a avec une femme. Donc, effectivement, les femmes qui contrôlent tout ou qui se contrôlent trop, ça fait peut-être des mannequins, mais ça fait pas forcément des bonnes maîtresses, si je puis me permettre. Et je partage cette notion d'aimer croquer la vie, c'est une expression classique de croquer la vie. Eh bien, on croque la vie et on croque aussi, pas souvent, la gourmandise de la nourriture. Donc je comprends ce que vous dites. Ouais, et puis je trouve que certaines aussi sont assez décomplexées parce qu'elles ont appris à s'accepter comme ça, accepter leur poids, et je trouve que il y a un phénomène de comment appeler ça de femmes assez sûres d'elles, femmes fatales, et elles sont même rassurantes. Oui, mais je comprends tout à fait. Je vous mettais un petit peu, je vous faisais un peu marcher, mais je pense qu'il y a quelque chose chez ces femmes qui assument leur poids, parce que sinon, évidemment, c'est compliqué, parce que une femme qui vraiment n'est pas bien dans sa peau a toujours du mal à être dans une relation de séduction. Mais les femmes qui assument bien leur poids, elles sont gourmandes. Le mot me paraît bien, oui. Voilà, c'est ça, c'est ce que disait tout à l'heure Delphine, qui est passée à l'antenne un petit peu avant. Elle disait que voilà, il fallait que toutes les femmes puissent exister. Elles existent, elles sont là, et il faut qu'elles puissent s'assumer et s'aimer en tant que telles. Non, mais de toute façon, les enquêtes sont claires. Les hommes préfèrent une femme qui est un peu plus ronde qu'une femme qui est trop mince. Ça, c'est évident. Oui. Bon, alors après, je dis pas que j'ai pas aimé aussi les femmes minces, mais c'était plus au niveau du collège, au niveau du lycée, on voulait rentrer un peu dans le moule, et plus j'ai vieilli, plus j'ai appris à aimer ces femmes rondeurs, avec les formes vraiment généreuses, et j'ai vraiment été attiré par les femmes, on va dire grosses, quoi. Ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la différence. D'abord, il y a les sociétés qui jouent un rôle important, puisque comme on vit dans une société où la minceur est quelque chose d'extrêmement important, alors que il y a d'autres civilisations, sociétés où la gourmandise, la rondeur font partie des grands plaisirs. Et je comprends très bien ce que vous voulez dire. Je l'ai dit et je le répète. Merci.
Oui, et puis c'est important votre témoignage, merci, parce que ça peut aussi aider quelques femmes qui, alors déjà le témoignage de Delphine les a peut-être aidées, et votre témoignage va aider peut-être certaines femmes à s'accepter, parce qu'après tout, bien sûr qu'il y a l'obésité qui est un problème de santé, mais la rondeur et des kilos en trop, c'est pas forcément un problème de santé. Donc laissons-les tranquilles, ces femmes rondes. Hein. Oui, vous avez dit en trop. Là, il y a déjà un jugement de valeur. Bien sûr, il y a. Voilà, donc c'est pas forcément en trop, c'est en plus. En plus, vous avez raison. C'est bien de m'avoir repris. Vous avez raison. C'est pas en trop, c'est en plus. Voilà. Et c'est du plus pour Nicolas et pour Christian. Je sais pas. C'est du plus. Voilà. C'est très juste. Merci Nicolas, merci beaucoup. On va se faire une petite pause, on va se retrouver avec le sexo conseil du jour. On va parler de la perversion. Qu'est-ce que c'est une perversion? Et on va avoir Adeline aussi qui va témoigner, qui pesait 100 kilos et qui a fait un bypass. Et Sud Radio, le sexo conseil. Alors Christian Jamin, excusez-moi, j'écorche votre nom. Qu'est-ce qu'une perversion, hein? C'est un mot comme ça qu'on va mettre un petit peu à toutes les sauces. Eh bien moi j'aime bien cette phrase, la perversion c'est le fantasme d'un autre. Et c'est finalement assez juste, même si c'est évidemment pas tout à fait vrai, parce que on peut être dérangé par une demande sexuelle de notre partenaire et tout de suite y mettre le mot pervers, alors que finalement, c'est peut-être parce que ça nous dérange, que on trouve ça pervers, mais c'est peut-être pas forcément quelque chose qui est une perversion. Donc je vous propose un petit rappel de ce qui serait une perversion en sexologie. Alors déjà, si votre partenaire s'occupe uniquement de son plaisir et que vous n'êtes qu'un objet qui est là pour le satisfaire ou pour la satisfaire, eh bien c'est déjà un petit peu pervers, hein, puisque vous n'êtes pas sujet de la relation, vous êtes l'objet de monsieur ou de madame dans la relation. Autre cas où on pourrait parler de perversion, c'est lorsque quelqu'un ne peut jouir que d'une certaine manière. Et là, on va parler d'un système pervers. Par exemple, un homme qui ne pourrait jouir que si sa partenaire porte des bas noirs avec des hauts talons rouges et que si elle a pas ça, il n'arrive pas à jouir. Là, c'est pareil, on est dans un système de pervers. Alors après, si sa partenaire est consentante, pourquoi pas, hein, on va pas se permettre d'aller sous la couette, de juger tout ce qui se passe entre les couples, mais en effet, c'est un système pervers, ce qui ne veut pas dire qu'il est pervers. C'est pas la même chose. Il a une relation sexuelle qui est donc dans un système pervers, mais ça ne veut pas dire que c'est un pervers. Bon, néanmoins, on a absolument le droit de pas aimer certaines pratiques. Je crois que c'est simplement pour ça qu'il est important de communiquer quand on est avec quelqu'un sexuellement. Et puis, si le partenaire insiste ou vous oblige à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, à ce moment-là, vous pourriez en effet considérer qu'il devient pervers. Et pour éviter le terme de perversion en sexologie, on préfère parler de paraphilie, qui est un terme moins connoté que le mot pervers. Voilà. Petit rappel, de temps en temps, ça fait du bien. Oui, et puis ça oblige à réfléchir. Vous m'avez pris de court là, parce que effectivement, d'abord paraphilie, ça veut dire aimer ce qui est à côté. Oui, ce qui est déjà moins connoté que pervers. Pour moi, le mot pervers a quelque chose de péjoratif dans le sens de douleur vers de l'autre. Oui, bien sûr, c'est toxique. Quelqu'un qui est pervers est toxique. Ce qui n'est pas la même chose que le fétichisme, de ce dont vous avez parlé là avec ceux qui aiment les porte-jartelles ou les culottes roses. Là, c'est du fétichisme. Et on considère que c'est une paraphilie et un système pervers dans la sexualité. Enfin voilà, mais c'est après. Ce que je voulais dire, c'est que ça oblige à beaucoup réfléchir tout ce que vous venez de dire. Exactement. Mais après tout, si on est deux personnes d'accord sur une pratique qui est
est un peu paraphilique, bon, pourquoi pas. Hein. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. On est bien d'accord. Et puis, comme il n'y a pas de mal à se faire du bien, ce serait pas mal que vous soyez le gagnant aujourd'hui de ce cracker peau contre peau de Passage du Désir. C'est un objet avec 5 accessoires. Et donc, ça vous permettrait justement de vous faire du bien. Et si vous voulez le gagner, vous envoyez un SMS à Brigitte au 7 20 18 et il y aura l'une d'entre vous qui sera tirée au sort. On revient avec Adeline qui est avec nous. Vous avez été, alors je ne sais pas si j'ose dire en surpoids ou des kilos en plus. Ou en trop. Ou en trop. Bonjour Adeline. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Non, là, je crois qu'on pourrait dire. En obésité, hein, on peut le dire. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'était un petit clin d'œil avec Christian par rapport à tout à l'heure. Oui, vous faisiez 100 kilos pour 1m66, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Oui, j'ai toujours été en surpoids depuis l'adolescence. Et après, j'ai eu un métier très sédentaire, donc voilà, j'ai fait que prendre. Et en fait, j'ai consulté un médecin, un nutritionniste, et en fait, ils m'ont détecté un diabète de type 2 à 27 ans, chose qui devrait arriver plus tard. Donc ça m'a fait un peu un électrochoc. J'ai dit, je peux pas rester comme ça, quoi. Pour ma santé, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai fait un bypass il y a 12 ans, ouais. Alors le bypass, si vous voulez bien expliquer pour ceux qui nous écoutent, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Oui. Alors c'est une chirurgie bariatrique en fait, de l'estomac qui consiste à suturer une partie de l'estomac, et le bypass veut dire court-circuit. En fait, ils prennent un bout d'intestin du bas qui relie en haut pour que le circuit alimentaire soit très court. Donc on mange peu et on digère très vite. Tout ce qu'on mange est mal absorbé en fait. Et l'important, j'imagine. Oui, si. Enfin, je pense, hein, Christian, vous voulez ajouter? Non, j'ai rien à ajouter. Ça fait partie des traitements du surpoids. On pourra parler dans une minute des nouveaux traitements du surpoids. Celui-ci est un traitement qui a fait ses preuves et qui a surtout l'avantage d'être pérenne. Contrairement aux traitements dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui sont les injections, dont ça m'étonne qu'on n'ait pas encore posé la question d'ailleurs, qui là, l'effet s'arrête dès qu'on arrête les piqûres. Donc ce dont vous avez bénéficié a surtout l'énorme avantage de vous donner un bénéfice pérenne. Oui, c'est ça. Et j'imagine qu'il y a un suivi aussi pour vous aider justement à traverser ça, parce que c'est quand même un changement assez global. Oui, alors déjà, on a tout un parcours pré-op et on doit voir un psychologue, etc. Et puis plein de corps médicaux. Et moi, ça fait 12 ans, je continue de voir la nutritionniste et je suis suivie aussi par le médecin parce qu'on a toujours des carences. Malheureusement, tout étant mal absorbé, on est toujours fatigué, voilà, des carences en vitamines. Donc il y a toujours des supplémentations à vie, je pense. Moi, ça fait 12 ans et c'est toujours le cas, donc c'est... Oui, c'est loin d'être anodin en fait. C'est pas anodin, mais c'est tout ce que vous venez de dire est tout à fait exact. C'est-à-dire que comme en fait on entraîne une malabsorption, c'est un autre mot, et comme il y a une malabsorption, il y a une malabsorption de ce qui est nécessaire, et donc un certain nombre de vitamines, de nutriments, et qu'il faut prendre en plus. Oui. Et d'ailleurs, j'en profite qu'il y a un gynécologue à l'antenne. Il y a aussi, comme on a beaucoup de carences, etc. Même niveau gynécologique, les pilules, ça passe par l'estomac, c'est mal absorbé. Au niveau de la contraception, c'est quand même un peu plus compliqué aussi. Moi, j'ai eu des règles pendant 1 an et demi non-stop. J'ai essayé plein de choses et voilà, c'est pas sans conséquence non plus, quoi. Oui, vous avez raison, et c'est la raison pour laquelle chez des gens comme vous, on a beaucoup envisagé d'utiliser la peau pour faire passer les hormones plutôt que le tube digestif. Oui, ce qui paraît une bonne piste, oui. Voilà, donc oui, on va pas la faire. Il pourrait faire une émission là-dessus, mais en tout cas, c'est une méthode extrêmement efficace qui a des bons résultats au prix d'effets secondaires pour lesquels on doit lutter. Alors, vous avez dit au départ, j'avais un diabète de type 2. Oui. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que c'était la cause ou la conséquence de votre surpoids? En d'autres termes, est-ce que c'est pas une question que je vous pose, c'est une question que je me pose. C'est-à-dire que
quand on a ce qu'on appelle une résistance à l'insuline, eh bien, l'insuline n'arrive pas à faire entrer le sucre dans les muscles, et donc pour ça l'insuline monte, et quand l'insuline monte, ça fait augmenter la fabrication de graisse qui se met en particulier dans le ventre et qui empoisonne le muscle. Donc on est dans un cercle vicieux, et donc ça c'est une grande explication actuelle et moderne de ce lien entre le diabète de type 2, l'insulinorésistance et le surpoids. Oui, voilà. J'ai peut-être été un peu loin là dans les discussions. C'est intéressant parce que ça montre bien que il y a une sorte de cercle fermé, vicieux qui fait qu'à un moment donné, où est la poule, où est l'œuf. On voit pas très bien quelle solution on peut avoir, si ce n'est en effet le bypass. C'est ce que vous avez fait parce que à 27 ans, diabète 2, c'est votre vie que vous mettez en danger, tout simplement. Vous aviez des parents diabétiques? Ma grand-mère diabétique mais type 1. Autrement, il n'y a pas de diabète de type 2 dans la famille. Non. D'accord. Bon. Et vous avez une explication de ce surpoids ou pas? Moi, dès mon adolescence, déjà mes parents sont en surpoids. Enfin, on mangeait pas très très bien quand on était plus jeune. Et voilà, j'ai gardé ces habitudes-là alimentaires. Il y a aussi, je mange mes émotions, quoi. J'ai ces fameux kilos émotionnels. C'est ça. Dont parle très bien d'ailleurs Stéphane Clerget dans un livre. Il avait fait un livre sur les kilos émotionnels. Ça c'est vraiment des choses aussi qu'on commence un petit peu à mieux comprendre, mais c'est très récent. Mais ce que vous dites est important aussi, c'est vos parents se nourrissaient mal et forcément les enfants. On voit d'ailleurs, c'est aux États-Unis où ça devient même problématique le nombre d'enfants obèses. On y arrive. Hein. Et on y arrive. On y est presque. Oui. En Europe, on y va tout droit. Et ça, c'est tous ces aliments préfabriqués à base Mais ce qui est très intéressant dans cette discussion, c'est qu'il y a l'éducation, le mode de vie, et puis il y a la génétique. Et puis c'est la rencontre des deux qui fait que ça s'exprime ou que ça ne s'exprime pas. Il y a des gens qui mangent mal et qui restent minces, et puis d'autres qui mangent pas plus mal et qui deviennent en surpoids. Et là, il y a beaucoup de recherches à faire pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ses gènes ou dans son corps profond qui va faire qu'on va transformer une mauvaise habitude vers une mauvais effet. Ouais. Oui, en tout cas. Oui, pardon, allez-y. Non, allez-y, je vous en prie, Adeline, c'est vous qui avez la parole. Non, mais en fait, ça me fait penser à ce que m'avait dit mon chirurgien. Il m'avait dit quand on fume et qu'on arrête de fumer, toute sa vie, on reste un ancien fumeur. Et quand on est obèse, c'est la même chose. Et moi, ça a été très compliqué en fait de prendre cette décision, de me dire je vais devoir entre guillemets mutiler un organe qui fonctionne très bien parce que je n'arrive pas à me réguler sur ma nourriture en fait. Et ça a été assez dur de prendre cette décision, quoi. J'imagine bien, parce que c'était un choix. C'est un choix, oui, qui toute votre vie, vous allez le payer. Oui, mais c'est pas qu'un choix. C'est ce que j'ai voulu dire, c'est que c'est survenu sur vous parce que vous aviez probablement une génétique qui le permettait de l'exprimer. Encore une fois, il y a plein de gens qui mangent très mal et qui se retrouvent pas à 100 kilos. Qui s'en sortent bien, oui. Qui s'en sortent bien et qui sont pas diabétiques. Moi, ce que je trouve intéressant avec votre témoignage, Adeline, et tout ce qu'on entend depuis 14 heures, et je voudrais insister là-dessus, c'est qu'on voit bien, vous l'avez dit tout à l'heure sur l'ostéoporose avec les anorexiques, etc. On devrait, sur un plan sociétal, on devrait travailler plus sur les ados pour que l'alimentation soit prise en compte de manière vraiment sérieuse, parce qu'on voit bien sur les répercussions sur la santé, l'importance au moment de l'adolescence de ne pas être ni anorexique ni obèse. Tout à fait, et surtout essayer de déterminer chez qui ces mauvaises habitudes vont avoir un effet catastrophique ou pas. Sur la santé, oui. Sur la santé. Parce qu'en fait, une société, elle devrait s'occuper de la santé de ses citoyens avant toute chose. Et je pense que tout le monde serait d'accord avec moi là-dessus. Oui, mais je pense que la médecine a des progrès énormes à faire sur la sensibilité individuelle à l'environnement sur soi-même.
Alors là, ça devient compliqué. Hein. Oui. Je ne sais pas si notre ministre de la Santé va être capable d'entendre ça, hein, Christian Jamin. Il va falloir lui mettre tout ça par écrit avec des explications bien claires. D'accord. Parce que sinon, je pense que... En tout cas, merci de votre témoignage, Adeline. Vous voulez ajouter quelque chose ? Peut-être non, c'est vraiment très bien de faire ce genre de débat. Et moi, j'ai eu un petit garçon par la suite. J'ai repris un petit peu de poids, mais paradoxalement, je me sens beaucoup mieux dans ma féminité et tout ça. Je ne sais pas si c'est la maternité ou quoi, mais le poids a pris beaucoup moins d'importance dans ma vie quotidienne, quoi. Peut-être que vous êtes épanouie en tant que femme aujourd'hui, et que donc vous vous assumez tel que vous êtes. C'est peut-être ça la réponse, tout simplement. C'est vrai. Merci en tout cas, merci Adeline. On fait une petite pause et dans un instant on va revenir sur la question des régimes. Il fallait bien qu'on en parle aussi ça avec Alexandra qui nous rejoint dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin est avec nous et merci de votre présence et de votre capacité à nous expliquer des choses qui ne sont pas toujours simples à comprendre. Vous êtes gynécologue mais également endocrinologue et vous continuez toujours et encore à vous intéresser à la santé des femmes, et c'est pour ça que je pense qu'on a donné beaucoup d'informations aujourd'hui sur la santé des femmes et donc sur leur poids, parce que c'est évidemment quelque chose d'important, hein, quoi qu'on en dise. Cette fameuse phrase, hein, on creuse sa tombe avec ses dents, c'est une phrase très populaire, mais elle a du sens quand même. Oui. Mais on fait beaucoup de plaisir avec ses lèvres, donc. Et avec la langue. Alors là, j'en parle même pas. Un petit peu de, oui, il faut rester avec un peu d'humour quand même toujours et de sensualité. Alexandra, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Écoutez, moi je pensais que si toute ma vie je perdrais du poids, ça réglerait tout. J'ai tout essayé, les régimes, le jeûne, Weight Watchers, les régimes à la soupe. Et en fait, non, ça n'a jamais fonctionné sur le long terme. En fait, ça me rendait plus stressée, fatiguée, irritée. J'ai toujours eu une relation compliquée avec mon corps, en fait. Oui, comme beaucoup de femmes. Et puis, moi, je suis ravie de terminer par votre témoignage, parce que je pense qu'en effet, il y a beaucoup de choses à dire sur les régimes, et il serait temps qu'on arrête de faire croire aux femmes qu'il suffit de faire un régime pour perdre du poids. D'abord, si c'était si simple, ça se saurait, ça marcherait. Hein. Je suis totalement d'accord, parce que ça fonctionne les premiers jours, mais après, forcément, non. Tu as envie de manger autre chose que leur soupe, on n'est pas des machines, quoi. Et puis, non, ça ne tient pas, finalement. Je pense qu'il y a du psychique. Moi, je fais souvent, et Philippe Arlin, notre sexologue préféré, fait la même chose. Je fais souvent des analogies entre la nourriture et la sexualité. Exactement. Et le jour où on comprendra ça, on avancera sur la sexualité et sur la nourriture. Et je crois que Christian, vous êtes certainement d'accord avec moi. Ah oui, bien sûr. De toute façon, moi, je suis un adepte du plaisir. Donc déjà, il n'y a pas de mal à se faire du bien, encore une fois. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous avez dit que, en fait, au début, quand on fait un régime, on perd du poids, puis ça s'arrête. Et donc, on s'est demandé beaucoup pourquoi. Et il y a eu une étude qui a été faite aux États-Unis chez les prisonniers, parce qu'aux États-Unis, pour avoir une remise de peine, il suffit pas de le demander, il faut avoir fait quelque chose de bien pour la société. Et donc, on a fait faire des régimes à des prisonniers. Et puis, parmi les gens qui faisaient le régime, il y a ceux à qui on faisait faire du sport en même temps, et ceux qui n'en faisaient pas en même temps. Eh bien, on s'est aperçu que ceux qui faisaient du sport avaient une perte de poids pérenne, ce qui n'était pas le cas de ceux qui... Pourquoi ? D'accord, oui. Et ça, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, mais redites-le parce que c'est important. Quand on maigrit, on perd ses muscles. Et quand on perd ses muscles, on perd ses dépenses caloriques. Donc le régime est de moins en moins efficace. Et quand on arrête le régime, ne serait-ce que pour quelques écarts, eh bien, à ce moment-là, les calories qu'on prend se mettent immédiatement en réserve, puisqu'on ne les brûle pas avec sa masse musculaire. Oui, et il est certain que quand on fait un régime, on a faim ou on n'est pas bien et on n'a pas envie de faire du sport. Non, c'est ça. Moi, ce qui m'a sauvée, c'est la rencontre avec mon mari, en fait. Son regard, sa tendresse,
ça a résolu beaucoup de choses psychiques et j'ai appris à m'accepter. Et puis après tout, manger, c'est la vie. Hein. Oui, et puis encore une fois, est-ce que c'est des kilos en plus ou des kilos en trop au fond, hein, la question, elle se pose là aussi, parce que ce critère qu'il faut rentrer dans le pantalon qu'on avait il y a 20 ans, est-ce que c'est nécessaire? Et ce qu'on a dit en introduction, c'est qu'il y a deux surpoids. Il y a le surpoids de maladie, c'est-à-dire qui induit des maladies, et le surpoids de plaire ou de se plaire, de chair, ce qui n'a pas du tout la même signification. Donc effectivement, il y a des gens qui ont du diabète, et là il faut qu'ils maigrissent pour être en bonne santé, et puis il y a des gens qui s'aiment pas parce qu'ils se trouvent trop gros, et comme vous venez de le dire avec beaucoup de tendresse et beaucoup de gentillesse, il suffit qu'on vous regarde avec amour pour qu'on perde ce problème-là. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Donc c'est votre mari qui a été votre meilleur régime? Exactement. Mais donc, sincèrement, Alexandra, quand vous dites vous avez fait des régimes, etc., mais vous vouliez perdre combien de kilos? Et en fait, c'était pas vraiment... j'avais pas beaucoup à perdre, mais c'était pas proportionné comme je le voulais, on va dire. Il y avait... Puis je me comparais beaucoup. Oui, c'est ça. Donc on voit bien derrière ça, encore une fois, un problème narcissique qui est dû à des idées plus qu'une réalité. Exactement, parce qu'au final, quand je me regarde maintenant, je me trouve bien. Donc tout va bien pour moi maintenant, mais avant c'était dur. Mais vous voyez ce que je trouve toujours, parce qu'on n'arrête pas de nous parler de la sororité féminine, etc., etc. Mais les pires entre elles, ce sont les femmes, et particulièrement les journaux féminins qui sont quand même tenus par des femmes. Exactement. Et pourquoi demander aux femmes d'être plus minces que ce qu'elles peuvent être ou ce qu'elles sont, tout simplement? On est toutes comme on est, maigres, fines, avec des rondeurs. Le temps qu'on s'accepte, c'est le principal, je pense. Oui, et puis tant qu'on ne met pas sa vie en danger. Après, bien sûr, quand on est anorexique et qu'on met sa vie en danger, ou quand on est obèse, on met sa vie en danger. Donc ça, c'est une réalité qui est importante, et je crois qu'on en a suffisamment parlé depuis 14 heures. Mais après... Quel est le critère qui permet de dire qu'on a des kilos en trop, quoi? Et là, vous venez de me donner quelque chose dont on n'a pas parlé et qui me tient très à cœur, c'est que quand on est en surpoids, on abîme ses articulations. Et quand on abîme ses articulations, l'exercice est douloureux. Et donc, on rentre là dans une grande difficulté, dans un cercle vicieux. Et donc, effectivement, un des grands ennemis du poids, c'est les douleurs, les rhumatismes, ou les douleurs, ou les douleurs articulaires, etc. Et ça rend... Là, il faut voir, un mot moderne, des coachs, si je puis dire, qui vous font faire du muscle sans mettre en pression ce qui vous fait mal. Et donc ça, c'est un sujet dont personne ne parle, c'est que la première cause de prise de poids, c'est les rhumatismes. Oui, et puis ce qui est important, moi ça me fait penser à autre chose, Christian Jamin. Ce qui est important aussi, c'est que faire du sport, ok, mais faire quelque chose qu'on n'aime pas, ça marche pas. Donc il faut que chacun trouve comment il peut faire bouger son corps de manière agréable. Parce que sinon, on entend sans cesse faire du sport. Moi, j'adore marcher, donc voilà. Mais si j'avais pas mes chiens, est-ce que j'aimerais marcher? Je suis pas sûre du tout. Vous aimez marcher aussi, Alexandra? Bon, ouais. Oui, Donc moi aussi, j'ai un chien aussi. Ben voilà. Donc il faut dire aux gens, prenez des chiens, et comme ça, tout le monde va marcher. Ouais. Alors, vous pouvez pas savoir comme vous me faites plaisir là, parce qu'à chaque fois que je dis à quelqu'un qu'il faut faire de l'exercice physique, je le dis pas tout seul. Faites-le avec des copains. Inscrivez-vous dans un club de marche, ou achetez un chien que vous adorez. Voilà. Donc, dans la vie, moi je suis fait comme ça. Je ne fais jamais rien s'il n'y a pas de plaisir. Mais voilà. Et on parlait tout à l'heure de l'anorexie, qui est aussi un problème de lien. Et c'est pareil. Si on se sent aimé, si on se sent relié aux autres, on va se trouver bien. Et donc, Alexandra, vous allez plus avoir envie de faire des régimes parce que vous allez vous aimer, vous allez vous trouver bien. Et vous allez en effet aller marcher avec votre chien ou avec des amis. Et puis, et voilà tout. Voilà, il faut pas que ça devienne une punition. C'est-à-dire qu'on est déjà puni parce qu'on s'aime pas. Et si on vous punit parce qu'on vous oblige à faire des choses qui vous plaisent pas, ça marche pas. Et puis comme on le fait pas, on s'en veut encore plus. Et du coup, on grossit encore plus. Donc,
Moi, j'aurais juste une conclusion à donner à tout ça. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Quoi que vous choisissiez. Donc si vous avez des exercices physiques à faire ou du sport ou quoi que ce soit, eh bien, faites-le dans des conditions qui vous font du bien, et plutôt que je vois les gens qui me disent qu'ils font de marcher électrique là devant la télé, c'est à mourir d'ennui. Donc allez marcher dehors et regardez le monde. Oui, mais enfin, s'ils n'ont pas le choix, peut-être que c'est pas mal non plus. Enfin, oui, c'est mieux que rien. Mais c'est mieux que rien. Mais si on peut faire les choses en appréciant ce qu'on voit, en marchant, en regardant le monde, et pour finir, il y a des tas de travaux qui montrent que la marche à pied, c'est le meilleur traitement de la dépression. Oui. Et puis l'esprit se nourrit, devient créatif. Moi, le nombre de bonnes idées que j'ai en marchant, parce que c'est un vagabondage de notre cerveau. Et on en a parlé dans une émission il y a un mois avec Yves-Alexandre Talman. C'est un vagabondage intelligent de notre cerveau. C'est-à-dire qu'on le laisse un peu libre et il nous trouve des trucs vachement bien que quand on le contrôle, il trouve pas. Voilà. Ouais. Voilà ce que j'ai appris il y a un mois. Ça fait 2 fois alors. Aujourd'hui aussi. Donc Alexandra, merci de votre témoignage. Et c'est vrai, hein, on le sait, les 3/4 du temps, les régimes, ça ne marche pas. Parce qu'on met pas autour ce qu'il faut autour. Voilà. Donc peut-être, devenez coach nutritionniste. Vous allez gagner encore plus d'argent, Christian Jamin. Ça me suffit. J'ai déjà beaucoup de travail. Oui, ça je sais. Je vous remercie de nous consacrer quand même un peu de votre temps. Merci en tout cas. Merci Alexandra. Nous avons notre gagnant Benjamin. Il habite dans l'Aude et c'est lui qui repart avec ce cracker peau contre peau de passage du désir. Alors malheureusement, je connais à peu près le nombre de calories qu'on dépense lorsqu'on fait du sport en chambre. C'est pas terrible. Hein. Oui, mais on a le plaisir. Ça c'est sûr. Bon, alors c'est déjà pas mal. Ça c'est sûr. Et peut-être que la dépense, la jouissance apporte aussi un renforcement du système immunitaire. Donc c'est bon pour la santé de toute façon. Oui, c'est un système vertueux, si le mot vertueux va bien ici. Ça, je ne suis pas... Mais si, c'est vertueux. La sexualité, c'est vertueux. C'est aujourd'hui, on le sait. Oui. On l'a dit, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Exactement. Voilà. Mais c'est vrai que c'est malheureusement, au niveau des calories, c'est pas grand-chose. Hein. J'ai plus exactement les chiffres, mais c'est même pas, même pas 100 calories. Enfin, quand on aime, on compte pas. Déjà, je pense que la position allongée fait qu'on dépense moins de calories que debout. Forcément. Ouais. Parce que quand on est debout, nos muscles, forcément, ils sont obligés de travailler pour nous tenir debout. Donc peut-être qu'il faudrait faire l'amour debout. Et on dépenserait plus de calories. On va lancer une école alors. On va lancer une école, absolument. Bon, bref, j'ai plaisanté un petit peu, mais je crois que c'était important de remettre justement de la joie dans un sujet qui peut être un peu triste. Mais vous l'avez compris, d'abord, il faut accepter son corps, être dans son corps, et c'est comme ça qu'on peut avancer dans une meilleure vision, j'allais dire une vision réelle de son corps, hein, parce qu'on voit bien, et vous les écoutez tous les jours, les femmes, les 3/4 du temps, elles sont dans une idée qui est fausse de leur surpoids ou de leur manque de poids. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette émission, en tout cas. Merci, et je crois que vous avez donné beaucoup d'informations. Demain, on sera avec Hélène Vecchiali. On verra si aimer, c'est vouloir absolument aider l'autre, jusqu'où il faut aider l'autre. On en parle avec Hélène Vecchiali demain. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir avec Marie, bien sûr. Leclerc, bonjour. Parfait.